Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, j'ai une musulmane avec moi. Présente-toi, Mariama, pour les gens qui ne te connaissent pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour ton invitation. Je suis Mariama Ousturk. Je suis formatrice depuis plus de 12 ans auprès des adolescentes et j'accompagne les parents autour de l'éducation sexuelle de leurs enfants pour justement les protéger au niveau de leur foi et de leur personnalité. D'accord. Alors là, tu as mis les deux pieds dans le plat parce que c'est vraiment d'actualité. Il y a une question qui me vient là, Mariama. Est-ce Oui. qu'on peut parler de sexualité à un enfant? Moi, je n'invite pas les parents à parler de sexualité, mais je leur invite à parler des différentes transformations que leur enfant va avoir et de leur parler de la pudeur et du respect de leur corps. C'est-à-dire, est-ce que tu peux rentrer en détail? En détail, bah, justement, à l'adolescence, on a le corps qui change et du coup, on a certaines peurs par rapport à ça. C'est d'indiquer, de connaître les différentes transformations au niveau de la fille et du garçon pour le rassurer et l'accompagner dans justement son besoin d'être rassuré par rapport à ces différentes transformations physiques, psychologiques, émotionnelles aussi. Du coup, c'est important de connaître tout cela et de connaître aussi la pudeur et le corps pour justement indiquer à nos enfants qu'on a des limites et qu'il y a des limites à avoir entre l'autre sexe comme avec le même sexe et avec les adultes aussi. D'accord. Et au niveau de la communauté, on sait que c'est tabou. Est-ce que c'est pas dur quand on reçoit les frères et les sœurs, les parents, de leur dire voilà, on va parler de sexualité avec vos ados? Est-ce que c'est pas un peu compliqué dans la communauté? Bah, à dire la vérité, moi je me suis pas spécialisée dans ça, c'est les parents qui venaient me voir par rapport à ce sujet-là. Euh, Ah, d'accord. du coup, j'ai dû me former et me spécialiser dans cette problématique dans le sens où j'ai eu beaucoup de demandes de parents qui se retrouvaient désemparés et démunis et très en colère vis-à-vis de ce qu'ils retrouvaient à la maison où ils découvraient leur enfant regarder des sites pornographiques ou leur enfant changer de sexe ou leurs petits-enfants de 5 à 6 ans avoir des attouchements entre frères et sœurs. Du coup, en fait, les parents, ils se retrouvaient devant une situation délicate et vu qu'ils me connaissaient, vu que je suis spécialisée dans l'adolescence, dans l'accompagnement des adolescents, ils m'appelaient pour trouver, Inch'Allah, une solution. Et du coup, j'ai dû, par les faits, me former pour pouvoir justement accompagner ces parents qui étaient démunis par rapport à ces situations-là. D'accord. Donc, il faut bien expliquer à la communauté que tous ces sujets-là ne sont pas tabous. On peut en parler. Bien sûr, et justement, il faut briser les tabous et il faut savoir en parler de la manière de notre religion, c'est-à-dire avec nos pudeurs, avec les connaissances juridiques et qu'on nous apprend au niveau de notre religion. D'accord. On va dire que c'est une discipline un petit peu nouvelle dans la communauté. Est-ce que tu as des mentors qui ont déjà fait ça, des gens religieux qui ont déjà traité ce sujet, des ouvrages sur lesquels s'appuyer? Les Ou est-ce que ouvrages tu es peuvent parti sur une base non, je me suis formée. Alors, dans la religion, des professionnels de la religion, je n'ai pas vu énormément. Je me suis formée auprès d'une sexologue qui, justement, elle aussi touchait les adolescents et qui voulait justement prévenir les professionnels. Et après, les ouvrages au niveau de l'islam, je recommande fortement l'encyclopédie de la femme en islam, où justement, il y a un volet complet sur l'éducation sexuelle, ce que le prophète Mohammed, comment elle était, etc., etc. Du coup, vraiment, c'est un très bon volet et un très bon investissement aussi parce que c'est un gros tome et dans lequel on va justement avoir un volet complet sur l'éducation sexuelle liée à nos valeurs. D'accord. Alors, tu es une spécialiste des adolescents. Mais Là, j'entends partout dans les réseaux, cette génération, elle est catastrophique, on fonce droit dans le mur. Est-ce que toi, tu fais le même constat ou pas? non, franchement, en étant sur le terrain, notre jeunesse, elle veut juste exceller. Mais en fait, elle n'est pas accompagnée. Elle n'est pas accompagnée tout simplement. Et du coup, en fait, ils ont des mal-être, ils ont des problématiques, ils se posent des questions, ils voudraient avoir des réponses, mais simplement vu qu'ils ne trouvent pas d'adultes. Et je pense qu'en fait, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on est face à des adultes qui ne les accompagnent pas et ben en fait, ils se retrouvent perdus et ils vont dans les distractions qui vont justement les amener à répondre à leurs besoins de mal-être, qui va les distraire, etc. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les adultes d'aujourd'hui se définissent vraiment en tant qu'adultes et prennent leurs responsabilités pour éduquer la nouvelle génération. D'accord. Alors pour toi, la responsabilité reviendra aux adultes qui sont pas prêts à répondre aux problématiques des ados. Oui, je, Waouh! c'est dur à entendre, hein, mais Ouais, je suis passée par là et tu sais, je suis formée en sciences religieuses et mon professeur, tu parlais de mentor, mon professeur de FICL, il nous a fait un cours sur la psychologie du croyant.
autour des sagesses d'Ibn Tala al-Sakandari. Et quand je l'ai fait, j'avais 35 ans. Et je me dis, mais chien, pourquoi on n'a pas ces cours quand on est adolescent? Parce que c'est des questions qu'on a besoin d'entendre quand on est Eh adolescent, où oui, justement on se cherche, on a des questions existentielles et qu'on a envie d'avoir des réponses à cette période pour justement être fort et affirmer notre identité. Et du coup, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des adultes qui ont encore ce questionnement d'adolescents, en fait, qui n'ont pas encore répondu à leurs questions existentielles, ce qui fait que nos enfants se retrouvent perdus face à des enfants. Et c'est ça qui est le grand défi d'aujourd'hui. d'accord. Donc en fait, il faut que tu prennes en formation tout le monde, les enfants et les parents. Non, comme disait mon professeur de Syrah, je pense que tous les musulmans devraient voir un psychologue, devraient être suivis pour justement régler en fait leurs problèmes, leurs blessures en fait. Parce que nos parents nous ont éduqués avec les moyens qu'ils avaient. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses sont beaucoup développées. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que parent, on devrait avoir un suivi dans le sens où on devrait être accompagné à répondre à nos besoins existentiels, à savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a un, les parents sont perdus entre la culture française occidentale et la culture musulmane. Et des fois, vu qu'on est ciblé, bah, les parents, ils ont du mal à affirmer pleinement leur identité musulmane de peur de se faire signaler. Et j'ai eu des parents qui se sont fait signaler. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, il est important que qu'on soit en accord, qu'on soit prêt à régler ses propres blessures psychologiques et psychiques pour justement mieux accompagner nos enfants et qu'ils ne se tombent pas dans ces dérives-là, Inch'Allah. D'accord. Ça veut dire que si moi j'ai une blessure que je n'ai pas guérie, je vais automatiquement la transmettre à mon enfant. En fait, elle se transmet inconsciemment. C'est-à-dire, Ah, tu vas reproduire. La phrase qu'on dit souvent, c'est je ne veux pas faire comme mes parents. Mais en fait, ouais, si on n'a pas réglé ce que tu veux pas faire comme tes parents, tu vas le refaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne mets pas de mots et de choses sur qu'est-ce qui t'a blessé au niveau du comportement de tes parents. Tu vas le reproduire inconsciemment jusqu'à que tu prennes le temps d'accepter le comportement que ton parent a eu et de se dire que mon parent, il a eu ça parce qu'il a eu une certaine éducation, il a une certaine culture, il a une certaine religion, etc. Les coutumes, nos parents, ils ont maintenu leur culture du pays, etc. Du coup, en fait, c'est de dire, je comprends en fait ma mère. Je comprends pourquoi elle m'a éduquée de cette manière-là. Je comprends pourquoi elle avait beaucoup le mot haram, peur, etc. C'est parce qu'en fait, elle avait peur et qu'elle n'avait pas d'outils pour préserver ses enfants. Et du coup, maintenant, je comprends la peur de ma mère, mais aujourd'hui, je suis un adulte qui est capable de rassurer la petite Mariama que j'étais, qui n'a pas eu les ressources nécessaires pour justement les régler à ce moment-là. d'accord. Donc, j'imagine que ça a dû créer beaucoup d'anxiété dans notre génération. Justement, les parents ont transmis tout ça. Et est-ce que des fois c'est trop tard? Qu'on ne peut pas Non, guérir? non, Jamais? il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça que je dis que je reprends la parole de mon professeur. Si on peut, aujourd'hui, il y a des spécialistes et voir un psychologue, on n'est pas malade. C'est qu'en fait, on prend nos responsabilités à se dire qu'aujourd'hui, je veux des outils pour grandir en liberté et mieux accompagner mes enfants. Et en fait, on a cette responsabilité dans le sens que aujourd'hui, je suis un adulte. Certes, je n'ai pas eu ça, mais je ne peux pas rester dans le déni à accuser mes parents, la société, etc. Non, à un moment donné, il faut se prendre en main et se dire que certes, je n'ai pas eu ça. Certes, la société est contre moi. Certes, mes parents ont fait certaines choses que je ne suis pas en accord, etc. Mais aujourd'hui, je peux décider de qui j'ai envie de devenir. Et c'est là la question, c'est de savoir, c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que parent, qui voulez-vous devenir pour que votre enfant devienne quelqu'un de grand et de grandiose aussi. Exactement. Il y a des grands imams j'avais lu, qui ont dit, il y a du jeunisme chez les musulmans. C'est-à-dire qu'un homme musulman, une femme musulmane, ils veulent être jeunes trop longtemps et fuir leurs responsabilités. C'est-à-dire ils veulent profiter de la vie, être dans l'hédonisme jusqu'à 40, 45 ans et fuir les responsabilités. Est-ce que tu le ressens ça chez les parents musulmans ou pas? Je le ressens dans le sens où aujourd'hui, on a moins de gens qui se marient, par exemple. Si on Hmm, parlait du mariage, il y a moins c'est de vrai. gens qui se marient. Pourquoi? Parce qu'on veut fuir cette responsabilité et on est encore dans cette période de je suis un enfant, je veux profiter de la vie. Mais on est musulman. Et en tant que musulman, et même je dirais qu'on soit musulman ou pas, on a tous un objectif commun. Notre finalité à tous, c'est la mort. On va tous mourir, qu'on soit croyant ou pas. Hmm, Et du coup, en fait, c'est de se dire comment j'ai envie de mourir, comment j'ai envie de me présenter devant Allah, demain, je devrais rendre des comptes sur ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on voit des adultes qui, non, je ne veux pas ça, je veux pas ça. Après, on ne peut pas accuser aussi que la communauté parce qu'il y a une stratégie qui a été bien mise en place depuis des années pour perturber cette génération. D'où aujourd'hui aussi l'effet de l'éducation à la sexualité. C'est une autre stratégie pour perturber la future génération aussi. Et du coup, en fait, si aujourd'hui, nous,
Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est que la génération de nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et nos parents, ils ont fait beaucoup de choses, hein. On n'avait pas de mosquée, hein, en France. Et aujourd'hui, tu trouves des mosquées dans chaque ville. La génération de nos parents se sont battus pour qu'on ait une certaine éducation. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne ce que nos parents nous ont légué et se dire, en fait, certes, j'ai une certaine éducation, qu'est-ce que je peux faire de cette éducation? Ben, je vais agir en fonction des armes que j'ai aujourd'hui et en fonction des problématiques qu'il y a aujourd'hui. Et chacun a des capacités dans lesquelles il peut agir, il peut faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, notre communauté doit prendre conscience que la religion musulmane est une solution et qu'on a des compétences, on a des gens qui excellent dans leur domaine et que chacun dans son domaine peut exceller et peut apporter quelque chose. D'accord. Alors, je vais revenir sur les adolescents. La grosse problématique, hein, vraiment, tout le monde en parle, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tu es d'accord que c'est la plus grosse des problématiques pour les ados? Moi, je pense pas que c'est la problématique. Moi, je pense que c'est une réponse à une autre problématique. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Non, parce que tout le monde dit, les enfants, ils passent toute la journée à scroller sur TikTok, ils vont pas réviser, ils voient des choses très mauvaises, de la violence, de l'hypersexualisation. Donc ça les rapproche vraiment du péché, on va dire. Et ils disent qu'à l'époque, on n'avait pas ça, quoi. j'ai une question, mais c'est qui leur donne ce téléphone? C'est les parents. Qui En leur fait, achètent, c'est les parents. ouais, Non, qui leur achètent, c'est les parents. Mais qui ouais. leur dit qu'il faut un téléphone, c'est la société, par contre. Oui, mais attends, la société, elle dit, mais c'est moi qui ai le pouvoir sur mes enfants. Ça veut dire Bien que sûr. la société peut me dire, si la société elle dit suicidez-vous, je vais dire à mon enfant, vas-y, Non. suicide-toi. Non, Non, j'ai une c'est vrai. responsabilité. C'est d'où je viens. J'ai une responsabilité. Ça veut dire que D'accord. oui, mon enfant, je suis d'accord avec toi. C'est dérangeant d'avoir une société qui, tes amis, ils ont tous des téléphones, etc. Mais tu es mon enfant. Tu es sous mon toit. Et je connais les dérives de ce téléphone-là. Et je te connais. Et en fait, c'est pas le téléphone qui a un problème, hein. C'est est-ce que j'ai donné les outils nécessaires à mon enfant pour savoir utiliser ce téléphone-là. Et il y a un grand cher qui disait, le téléphone, c'est comme le couteau. Le couteau, il a deux fonctions. Il peut tuer comme il peut nous servir à couper nos aliments et nous nourrir. Le téléphone, il a une autre utilité. Comment tu m'as contacté? Tu m'as contacté via le téléphone. On n'aurait pas pu avoir cette interview si on n'avait pas cet outil-là. Mais on l'utilise dans quel sens? On l'utilise pour le travail. Donc, Non, du mais coup, nous deux, en fait, nous deux, on est des adultes. Là, on parle plus des ados. mais les adolescents, tu sais, le mot C'est adolescent. dangereux pour les ados, c'est ça que je veux dire. En fait, déjà, remettons les choses au clair. Le Oui. terme adolescent, c'est un terme qui existe depuis un siècle. Nous, en tant que musulmans, notre enfant, il est enfant et on le prépare à devenir un adulte conscient. Ça veut dire que quand tu as face à toi un enfant qui est déjà pubère au niveau des règles, etc., ben, en fait, tu as face à toi un jeune adulte que tu dois accompagner à prendre ses responsabilités. On ne Ça le fait que laisse, 100 ans que le mot adolescent existe? bien sûr, ça D'accord. fait que un siècle. Et c'était pourquoi? C'était pour la commercialisation. C'était pour le commerce aussi, pour faire une population où il va falloir proposer des choses. Et du coup, en fait, aujourd'hui, il va falloir qu'on sorte de ça et qu'on soit responsable de nos actions et que dise que tu n'es pas un adolescent. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est l'adolescence, oui, il a 30 grands. Wow! Il y a des enfants, à 12 ans, à 10 ans, on avait des roues à main, hein. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, tu veux dire, si on responsabilise plus tôt, on en fait des adultes le plus tôt possible, quoi. Des adultes plus responsables. Tu sais, je suis D'accord. comorienne. Des fois, j'avais des conversations avec des enfants de 8 ans. Et ils sortaient des discours, tu te dis, t'as appris ça où? Parce que les parents, ils ont mis en place un espace, un cadre où ils éduquaient des adultes. Tu es un adulte, en fait. Et le problème aujourd'hui, pourquoi il y a des problèmes avec les adolescents aujourd'hui avec notre communauté, bah, c'est parce qu'en fait, tu t'es, va dans ta chambre, c'est moi qui décide. Tu parles t'as un garçon devant toi qui a 15 ans et qui fait 2 fois ta taille, tu veux lui parler comme si tu parlais à ton gosse de 5 ans. C'est pas possible, en fait. À un moment donné, Ah, il je faut vois ce que réfléchir. À un moment ouais, donné. c'est vrai. Tu m'as rappelé une phrase là. À l'époque, on était à la mosquée, on devait avoir 22, 23 ans, et on avait du mal à apprendre 3, 4 sourates. Et mon père, il disait toujours, il y a des gens qui étaient présidents de leur pays à votre âge. Mm. Et vous n'arrivez pas à apprendre 3 sourates. Et, tu sais, je suis en Turquie, et ici en Turquie, tu as des imams, des petits, ils ont 14 ans et ils vont venir faire l'imam. Tu as des petits aujourd'hui, ils ont 10 ans et ils sont Hafiz Coran. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, Ah, non. c'est qu'aujourd'hui, et même, tu vois, on nous a rendu la mémorisation du Coran quelque chose de difficile, alors que de 0 à 10 ans, on doit consacrer ce temps-là à mémoriser le Coran pour C'est justement vrai. avoir ce bagage intellectuel, psychologique et spirituel. Tu sais, aujourd'hui, en psychologie, on recommande la méditation.
parce que ça permet de calmer nos émotions et nos pensées. On a la meilleure des méditations. Exactement. Ah ben, je prends dans cette transition pour parler du sponsor. Alors, le HB3 Show est sponsorisé par la marque Tuba Closing, comme tu vois là. Ce sont deux frères de musulmans qui ont créé cette marque. Alors, cette marque, elle respecte la sunna. Alors, tout le monde me dit comment ça attaque une marque qui respecte la sunna. Je vais vous l'expliquer par 4 points. Le premier point, c'est que il n'y a aucun enfant qui travaille pour fabriquer ses vêtements. Donc déjà, on ne culpabilise pas. De deux, l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. Donc eux, ils travaillent avec une société qui gaspille le moins d'eau possible. Numéro 3, à chaque fois qu'on commande, il y a un arbre qui est planté. Et numéro 4, quand on reçoit le colis, on le reçoit dans une genre de trousse avec la fermeture éclair. On peut la réutiliser pour faire autre chose avec. Donc on ne pollue pas. Donc ils ont été soucieux de respecter la sunna. Donc voilà, c'est la marque Tuba Closing. Et on a fait un code promo. C'est HB3 Show. HB3 Show attaché. Et vous bénéficiez de moins 15% sur tous les produits de la gamme Tuba Closing. Je vous mets tout dans la description. L'Instagram, le site pour pouvoir commander. Donc comme on dit, la communauté musulmane, elle a besoin d'émancipation financière. Il faut aider les musulmans. On a trop mis l'argent mais pas dans les poches de la communauté. Il faut que l'argent se redistribue entre nous. C'est ce que toutes les communautés font. Il n'y a que nous, on a du mal à le faire. Pensez, on a acheté des vêtements de toutes les marques qui existent au monde, même chez des ennemis de l'islam. Là, on a des frères qui font de la qualité. C'est vraiment moi qui ai l'habitude de porter les hoodies. Ils font vraiment de la qualité. Et pour les dames qui nous regardent, si vous voulez faire un cadeau aux maris, aux enfants, ça rapproche les cœurs, les cadeaux. Alors, Mariam, j'ai une question. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Mmh. À Lyon. Un lion. À Lyon. C'est très musulman comme réponse, ça. Euh, non, tu sais, les animaux, peuvent nous inspirer en termes d'éducation. Dans le Coran, il y a beaucoup de sourates d'animaux, tu vois. Ouais, Euh, il y a beaucoup de sourates, et ouais, ouais, avec il de y a noms beaucoup de d'animal, sourates ouais. d'animaux, dans le sens, les animaux peuvent nous éduquer. Bien sûr. Et les animaux ont un sens de nous éduquer. Et à ce moment-là, j'ai dit le lion, mais je pense que je serais plus une fourmi dans le sens, on travaille. Elles sont Ah, elles sont et dans la soirée de la fourmi, il y a beaucoup d'enseignements que je recommanderais les gens de sont lire. travailleuses, Mm. en communauté. Ouais, ça fait penser un peu à l'islam, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu as fait la hijra, tu as décidé de quitter la France. Parle-nous de cette décision, parce on entend beaucoup de fantasmes autour de la hijra. Là, je suis sur les réseaux et j'entends tout le monde parler de ça. Parle-nous concrètement de la hijra, comment ça s'est passé? Comme je t'ai dit, moi, ça fait 12 ans que je suis sur le terrain avec les adolescents et je ne vais pas te mentir, je suis une mère aussi. Du coup, je suis maman de 3 filles. Et du coup, j'avais des inquiétudes. Et, euh, et j'ai beau agir, il y a une industrie et des organismes qui sont beaucoup plus puissants que nous. D'accord. Bien sûr. Et du coup, en fait, à ma petite échelle, je peux aider les autres, mais il fallait que je m'aide moi-même déjà et que j'aide aussi mes enfants. Du coup, en fait, la Hijra, elle s'est fait tout simplement en pleine conscience de quel environnement j'ai envie de donner à mes enfants pour qu'elles puissent être épanouies spirituellement et psychologiquement, et dans le sens qu'elles soient fières de leur identité et qu'elles ne traversent pas les troubles d'identité, les troubles identitaires. D'accord. Est-ce que tu as, dans un coin de ta tête, tu as pensé aux Comores pour la hijra ou pas du tout? Là, j'ai l'impression d'avoir ma mère. Non, mais vu que t'es comorien, je me dis peut-être qu'elle y a pensé, peut-être que. Peut-être Euh, que. Bah en fait, avec mon mari, parce que mon mari il est turc, et on est venu dans la ville de mon mari, c'est tout simplement qu'on a fait les pour et les contre. On est parti aux Comores, on est parti en Turquie, on a vu les avantages et les inconvénients, et on a trouvé en termes, parce que nous on faisait l'UEF aussi, et le plus important aussi c'était de trouver une structure qui allait nous accompagner dans nos projets éducatifs. Du coup, l'UEF, la Turquie répondait plus à ce besoin-là. D'accord. Donc les enfants apprennent le français. Non, mes enfants, ils savent le français, mais ils sont dans des écoles turques. Donc ils apprennent le turc. Ils savent, ils sont bilingues, oui, depuis qu'ils sont petits. Hein, Mashallah, mashallah. Alors, dans l'HB3 Show, on va dans tous les sujets, à droite, à gauche et tout. Faut suivre.
ton arrivée dans les réseaux, toi, ta transition, quand tu es arrivé dans les réseaux, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été Euh, compliqué? Est-ce que ça a été dur quand tu t'es lancé dans les réseaux ou pas du tout? Non, dans les départ, c'était juste pour faire connaître, parce qu'au départ, j'avais une association, c'était pour faire connaître l'association. Et après, quand j'ai créé l'école, c'est plus là que je me suis plus mis quand j'ai créé l'école en 2020, dans le sens, c'était beaucoup pour communiquer, pour répondre aux besoins des parents, parce que comme je t'ai dit, les parents m'appelaient pour avoir des outils, pour accompagner leurs enfants. Du coup, j'avais créé un blog et après, je suis venue sur les réseaux pour justement faire en sorte que les parents, plus de parents découvrent le contenu que je ferai pour les aider au quotidien. Et comment ça se passe avec la communauté musulmane dans les réseaux? Je parle des acteurs de la communauté. Est-ce que tu as fait des collaborations? Tu as travaillé avec des gens? Ou parce que il y a beaucoup de gens dans le HB3 sur les invités qui se plaignent. C'est trop égoïste, la communauté, chacun est dans son coin, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'union, peu importe le domaine, tout le monde fait le même constat. Est-ce que toi, tu fais le même constat ou pas? Franchement, j'ai pas envie de dire ça parce qu'en fait, on a tous un point de vue, tu vois, sur la communauté, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un discours plus espoir. Où, regarde, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des sœurs, avec des frères, etc. Et quand on m'invite, je fais le pour et le contre et j'ai pas de honte à dire non quand j'ai pas envie et de dire oui quand j'ai envie. Et je connais pas, comment dire ça, c'est que moi j'ai envie qu'on nous réunisse, tu vois, qu'on nous réunisse, C'est qu'on vrai. prenne conscience que voilà, oui, il y a des problématiques. Et après, comme j'ai dit, si on a face à nous des non-adultes, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ça, tu l'as partout, hein, ça, tu l'as pas que dans la communauté, hein, tu l'as dans toutes les communautés, dans les laïcs, dans les juifs, etc., dans différentes personnes, en fait. Et ça Bien dépend sûr, bien sûr. ça dépend, en fait, de est-ce que j'ai un adulte face à moi ou encore un adolescent qui se prend, en fait, son ego, quoi, en fait. Elle veut pas travailler avec moi, etc. Non, c'est une demande, hein. Donc, Quand tu demandes de faire une demande, on a le droit de dire oui ou non. Si on n'a pas le droit de dire non, c'est que là, il y a une problématique, en fait. donc toi, tu rejettes le fait, quand tu vois quelqu'un, comme tu as dit, qui a un ego, quelqu'un qui est là, qui est pas cohérent, tu rejettes ça au fait qu'il n'a pas fini d'être un adolescent. Tu sais, comme disait mon professeur, Il s'est pas accompli, quoi. on reconnaît quelqu'un quand il parle. Il a juste à parler, on le connaît. Ça veut dire que quand tu n'arrives pas à accepter que cette personne, tu as fait une demande et que cette personne, elle ne veut pas faire la demande parce qu'elle a diverses obligations ou elle n'a pas envie, ou etc., etc., bah, en fait, il faut l'accepter, en fait. C'est que il y a un bien, en fait. C'est que tu ne devais pas travailler avec cette personne-là. Et il faut remercier Allah de t'avoir permis de ne pas avoir cette collaboration avec cette personne. Parce que dans chaque chose, toi, tu peux penser que c'est un bien. Oui, cette personne, il faut absolument que je travaille avec elle, etc., etc. Mais peut-être que c'est un mal. C'est vrai. Alors, on va parler un petit peu des ados. Est-ce que tu préconises, toi, quand tu as affaire à des ados et tout, est-ce que tu préconises le mariage le plus tôt possible, comme certains font? Ils pensent que c'est la solution de tous les problèmes. Vos enfants, ils délirent, c'est parce qu'ils sont pas mariés. Moi, j'entends souvent ça. Ah, lui, il fait ça. Ah, mariez-le, il va se calmer. Ah, mariez-la, il va se calmer. S'il ne se connaît pas, il va faire exactement la même chose dans le mariage. Ça veut dire que le mariage, c'est un engagement où je vais me mettre avec quelqu'un où il y aura une certaine intimité, etc. Du coup, si je ne me connais pas, les problèmes vont surgir et on aura plus de divorces. Et on le voit. Moi, je le vois. J'ai des gens qui se marient au bout d'une semaine, c'est le divorce. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se Waouh. connaissent pas. Et personnellement, le mariage jeune, d'accord, s'il est bien cadré et si on connaît l'enfant et qu'on a éduqué l'enfant avant le mariage. D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut faire la paix avec soi-même avant de vouloir faire la paix avec tout le monde. Ce serait bien. Ce serait bien. Mais il faut des éducateurs pour ça. Bah, justement, et c'est pour ça que Il je faut dis qu'il y que ait des gens qui nous cadrent. c'est pour ça que je dis que chacun, avec ses compétences, avec ses qualités, si on se met tous en termes de l'éducation et qu'on s'éduque déjà nous-mêmes, on ferait des grandes choses. Inch'Allah. Et au niveau des adolescents, tu as plus de problématiques avec les filles ou avec les garçons, sincèrement? Moi, je suis spécialisée dans les filles. Du coup, j'ai que des filles. Ah, t'as que des filles, jamais des garçons. J'ai que des filles. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des adolescentes pour justement créer ce cadre où elles peuvent se livrer en toute sérénité, pas de jugement, etc. Du coup, mais les problématiques se retrouvent, hein. D'accord. Et tu me dis si je me trompe, hein. Moi, je fais mon constat d'un regard extérieur. Il y a un problème avec les maghrébines. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans quel sens? Les jeunes maghrébines, on le voit sur les réseaux, qui sont un petit peu perdus, j'ai l'impression.
moi, c'est ce que je vois, hein. Après, je ne dis pas que mon constat, c'est un constat général et que je dis la vérité. Mais j'ai eu plusieurs invités aussi, on en a parlé. Le constat des jeunes filles maghrébines qui sont un petit peu perdues entre ce que tu dis, euh, Hollywood, tout ce qui est Occident, la culture de la famille, etc. Et on voit beaucoup de choses qui sont, comment dire, qui sont contradictoires. Et j'ai l'impression qu'elles manquent d'accompagnement. Mm. Après, c'est de connaître l'histoire. Si on regarde bien en termes d'immigration, les Maghrébins sont beaucoup plus, ils sont venus en France beaucoup plus tôt que les Sénégalais, les Maliens, les Oui, c'est Comoriens, vrai. etc. Du coup, en fait, c'est parce qu'ils sont peut-être plus visibles. Et c'est du coup, en fait, vu que on le voit plus visible, on va se dire, il n'y a que eux. Mais il y a des communautés qui ne sont pas visibles et que c'est exactement la même chose. D'accord. Du coup, en fait, je pense pas qu'il y a. C'est tout simplement parce que on le voit. Mais les problématiques, elles sont. Ou on nous le montre le plus, peut-être. Ou peut-être qu'on veut le montrer plus. Et il faut savoir aussi que l'Occident va encore plus nous faire en sorte qu'on déteste nos filles et qu'on déteste et qu'on ne s'unisse pas. C'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'on ait un discours qui nous rassemble, dans le sens que tout ça, c'est une stratégie pour nous amener déjà entre sœurs à nous détester, entre frères et sœurs nous détester, et qu'aujourd'hui, quand on a des couples, c'est on bannit le mari, on bannit les hommes, et ce féminisme qui nous éloigne les uns des autres. Du coup, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces stratégies malsaines. D'où te vient ce calme-là, cette sérénité? Je pense que c'est mon professeur de fikr, qui était un professeur qui avait une grande sagesse et dans les 10 ans que j'ai fait de cours avec lui, on peut que s'inspirer de sa sagesse, machallah. Machallah. Du Ouais, coup, tu réponds avec calme. Avec, c'est un HB3 chaud. Aujourd'hui, c'est un HB3 chaud très très calme. Ouais, ça fait plaisir. Ça t'est déjà arrivé d'accompagner une fille, tu l'accompagnes et tout, adolescente, et au final, elle se marie, elle a des enfants, et je vois que tu souris, donc je pense que oui. bah, parce que tu sais, c'est quand j'ai commencé dans ce. En fait, moi, je viens du milieu des finances. J'étais dans les finances D'accord. et je suis formée en finance islamique, etc. Et moi, j'avais pour projet de partir dans les Émirats, dans les finances, etc. Et quand j'ai eu ma première fille, et je revenais du Hajj aussi, tu vois, et j'ai Machallah. eu un besoin de dire merci à Allah de tout ce que j'avais, etc. Et du coup, j'avais commencé en 2012 à accompagner les adolescentes et on me disait, Marama, avec les ados, laisse tomber, c'est une catastrophe, tu n'arriveras à rien faire, etc. Et je suis restée dans ce côté optimisme et dire non, on fait et les résultats sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je pourrais te donner j'ai une sœur que j'aime beaucoup, que j'ai en exemple, qui justement, elle a commencé à 14 ans avec moi. Et je remercie sa mère parce que je pense que les jeunes filles que j'ai accompagnées qui ont réussi aujourd'hui, c'est dans le sens qu'ils avaient des parents derrière, des parents qui avaient pris leurs responsabilités, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut qu'on soit responsable, et qui aujourd'hui elle est médecin, elle est mariée, elle a des enfants, elle est tombée enceinte pendant ses études de médecine. Et je me rappelle sa mère, quand elle voulait s'inscrire en médecine, elle dit Maman, c'est trop dur la médecine, elle va pas réussir, etc. Et je dis Écoute, fais confiance en ta fille. Ta fille, elle a toutes les capacités pour réussir. Et ce moment-là, elle avait excellé sa première année de médecine. Et du coup, et aujourd'hui, c'est Machallah. une de mes collaboratrices où j'appelle bah, voilà, j'ai une question en médecine, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et du coup, en fait, non. Et aujourd'hui, j'en ai plein qui sont dans l'éducation, qui sont mamans. Et j'ai encore une sœur en exemple qui est dans les ressources humaines, qui vient d'avoir son diplôme sa maîtrise en ressources humaines et qui dit Mariama, tu sais, j'avais peur de postuler avec mon voile, mais tu nous as tellement encouragé à être fiers de notre identité que j'ai postulé avec mon voile et que j'ai été acceptée. Et j'ai dit, tu sais, les gens qui sont intelligents, ils acceptent, ils regardent les compétences, ils ne regardent pas ta tenue vestimentaire. Du coup, tu as été accepté par des gens intelligents dans ton entreprise. Félicitations, Mariama. Machallah, machallah, machallah. Il y a une question là qui me vient sincèrement, et je le dis sincèrement, sans démagogie. Moi qui cherche, qui scrute les musulmans, les femmes, c'est les meilleures dans la communauté. Quand elles sont engagées, elles sont. Tu remarques pas d'où vous vient les femmes musulmanes cette force-là. Vous êtes vraiment. On ne peut pas vous arrêter, on ne peut pas vous stopper. Vous êtes là, vous avez plein de projets, peu importe les domaines. Hein. D'où vous vient cette force, vous les femmes, franchement, musulmanes? Pour ma part, je dirais que c'est ma foi.
J'ai tellement confiance en Allah que On a la foi, nous aussi. je dis pour ma part, je dis pour ma part. Ah, je rigole, je Je dis pour rigole. ma part, je dis pour ma part, c'est vraiment, et je pense que c'est mes cours en sciences religieuses qui m'ont beaucoup aidé aussi à affirmer pleinement Hmm. mon identité, tu vois. Et après, en tant que femme, on a des exemples de femmes à travers les épouses du prophète, à travers les compagnonnes, qui nous montrent ce bravoure. Et je pense que si justement on montrait ces exemples à nos filles, euh, rien ne les arrêterait. Et après, par rapport à notre génération, je pense aussi devenir mère nous pousse à être encore beaucoup plus déterminés, tu vois. Quand Machallah. on devient maman, on voit les responsabilités, on a envie de protéger nos enfants et on devient un maman louve. On devient vraiment, il faut que je fasse tout pour que mon enfant soit protégé. Du coup, je crois que la force vient aussi de ça, de cette responsabilité, de cette amana. C'est un cadeau d'Allah, alors oui, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de Mariama là, dans les mois qui arrivent? Est-ce qu'il y a une nouvelle formation? Est-ce que tu vas écrire un livre? Est-ce que tu vas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Peut-être que tu ne veux pas tout nous révéler, mais qu'est-ce qu'il faut attendre de Mariama? Là, mon objectif, c'est vraiment de former le plus de parents par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'éducation sexuelle, parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais l'éducation sexuelle, elle est depuis 2013. Euh, et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est de vraiment être proche des parents et de les accompagner dans cette problématique-là. Et justement, la formation qu'on propose au sein de l'école, c'est vraiment de les accompagner, de répondre à leurs besoins, de les aider à faire la paix avec leur propre adolescence, etc., pour que justement ils aient ils aient cette sérénité en fait d'éduquer, parce qu'en fait on nous fait peur sur l'adolescence, mais subhanallah, nos enfants, quand on les responsabilise, on a des alliés avec nous en fait. Machallah. Ben, c'est la fin de l'émission. C'était une super émission. J'ai appris énormément de choses. Alhamdulillah. Et ton enthousiasme et ton calme aussi, ça nous a apaisés dans le HB3 Show. Alors, n'oublions pas, toujours, Touba Closing, le sponsor, le code promo HB3 Show, moins 15% sur tous les articles de la marque Touba Closing. Barakallahu fik Mariama, merci énormément d'avoir illuminé le HB3 Show et je te remercie et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Barakallahu fik pour l'invitation, et je demande à ce qu'on fasse des doha pour tous les parents, pour tous les enfants, pour que, Inch'Allah, ils soient Inch'Allah. préservés de tout mal, Inch'Allah. Amin. On ne peut pas mieux finir. Le HB3 Show, c'est terminé. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.